Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et nous commençons par la page du Gabon. Tout d'abord, c'est désormais chose faite. La chaîne Canal 7, située dans la commune d'Akanda, nous sommes là au nord de Libreville, devient une chaîne d'utilité publique. La passation officielle s'est faite ce mercredi en présence des employés, des nouveaux responsables et de nos reporters Linda Gaël Maganga, Fred Dongo. Créée en septembre 2014, la chaîne privée Canal 7 devient une chaîne publique sous la tutelle du ministère de la Communication. La chaîne a été symboliquement remise des mains de son propriétaire Blaise Louembé au ministre d'État en charge de la communication Alain-Claude Bilibinze, qui à son tour l'a transmise au président du conseil d'administration du groupe Gabon Télévision dans les locaux de la chaîne. Je ne peux pas être propriétaire de chaîne privée tout en étant membre du gouvernement actuel. À tous mes collaborateurs qui ont créé cette chaîne, je veux donner un gros vigueur. L'ancien propriétaire de Canal 7 étant actuellement membre du gouvernement, Blaise Louembé l'a cédé à l'État pour être en conformité avec le Code de la communication. Je voudrais indiquer que cette œuvre, elle est magnifique. Elle est connue des Gabonaises et des Gabonais. Elle est connue du public africain, elle est connue des professionnels qui nous accompagnent. Et nous tâcherons de faire en sorte que le service public en soit digne et que passant du privé au public, les collaborateurs que vous laissez ne sentent pas qu'ils sont passés de Caribe à Silla, mais au contraire que ça les a aidés à aller encore plus loin dans ce qu'ils ont envie de faire, dans ce qu'ils savent faire. Canal 7 compte plus d'une cinquantaine d'employés et est doté d'une plateforme technique capable de répondre aux défis de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un atelier de restitution de l'étude sur l'accès aux services de base en milieu rural a débuté à Libreville ce mercredi sous la supervision des experts, la Banque mondiale et les consultants. L'examen et l'observation du terrain dévoilent progressivement le type de réalisation propice pour l'adduction en eau et l'électricité dans la zone pilote du projet. Le reportage de Linda Gaël Maganga, Fred Dongo. Le projet sur l'accès aux services de base en milieu rural met à jour les annotations techniques, juridiques et institutionnelles qui permettront aux opérateurs retenus de fournir des équipements d'adduction en eau et électricité durables et adaptés aux besoins de la population. Les conclusions sont qu'on a 38 villages dans la zone du projet. On connaît déjà la technologie, les coûts. Et l'autre conclusion, c'est qu'on a déjà les modèles contractuels pour sélectionner un opérateur qui va fournir l'opération maintenance de ces services de base et comment le gouvernement va superviser la qualité du service. L'Estuaire, le Moyen-Ogooué et l'Ogooué maritime sont les provinces dans lesquelles se déroulera la phase pilote du projet d'accès aux services de base en milieu rural prévu démarrer dans quelques mois à la suite de l'appel d'offres. L'atelier de ce jour est donc l'occasion pour eux de présenter le résultat de leurs réflexions et de montrer la voie pour créer au Gabon les mécanismes techniques, institutionnels, financiers et opérationnels qui garantissent la viabilité et la pérennité des services que le gouvernement entend fournir aux populations rurales du Gabon. Selon l'orientation donnée au projet, celui-ci veillera à la réduction des inégalités de développement dans le pays. Le contrat qui sera mis en place est un contrat d'affermage et les principes en la matière, c'est notamment le principe d'égalité des usagers. Et ce principe-là sera respecté. Le projet cible l'installation des services d'adduction en eau potable et électricité dans près de 200 villages du Gabon et sera financé par la Banque mondiale. Mais dans l'immédiat, seule une trentaine bénéficieront du projet. La redynamisation de l'agriculture gabonaise et l'accélération du programme Graines sont au centre des débats à Libreville. Du 28 juin au 1er juillet, les acteurs du secteur agricole discuteront de plusieurs thèmes au cours de ces assises. Chimène Sandra Sengon, Alexandre Kogué. Du 28 juin au 1er juillet, Libreville accueille les assises agricoles organisées autour du thème « La redynamisation et l'accélération du programme Graines pour une souveraineté alimentaire au Gabon ». Cette rencontre permettra d'analyser la situation du secteur agricole
afin de trouver des solutions innovantes capables de booster ce secteur économique. Nos importations alimentaires dépassent chaque année l'extraordinaire somme de 300 milliards de francs CFA. Nous ne pouvons pas avoir un tel potentiel agricole naturel et continuer année après année à payer une telle facture alimentaire. Selon la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, ce regard rétrospectif devrait permettre la compréhension des différentes étapes qui ont jalonné l'évolution de l'agriculture gabonaise. Au lendemain des indépendances, le Gabon, qui est encore un pays fortement rural, connaît une relative sécurité alimentaire et le secteur agricole contribue à près de 30% au PIB du pays. C'est pourquoi il nous faut aujourd'hui procéder à un nouvel examen du secteur agricole afin de déceler les contraintes qui freinent actuellement son développement. Les réflexions sur l'agriculture au Gabon vont se poursuivre par un forum sur le programme Graines qui se tiendra du 29 au 30 juin. Le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures entend se doter d'un plan stratégique de redéploiement de toute l'administration. Le document déjà élaboré et qui sera bientôt présenté au chef de l'État constituera la feuille de route du département. Pascal Wanyambouroué en a parlé avec son personnel ce mercredi. En témoigne ce regard de Ismaël Obianzé, Bertin Osaga. Le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures fixe le cap de sa gestion du département 6 mois après sa nomination au poste. L'échange entre Pascal Wanyambouroué et les différentes administrations sous tutelle aurait pu se limiter en interne s'il n'y avait pas beaucoup à dire sur le fonctionnement actuel de ce secteur stratégique de l'État. 60% des recettes de l'État viennent encore du ministère du Pétrole et des Hydrocarbures. Comme je viens de le signifier, j'ai pris mes fonctions le 9 janvier 2017. Depuis lors, je me suis illustré sur un certain nombre d'étapes. Les premières, c'était de pouvoir amener l'apaisement dans un secteur qui est très sinistré. J'ai donc commencé à aller rencontrer nos partenaires, que sont les sociétés pétrolières. Ensuite, j'ai rencontré l'ensemble des directions à mon bureau pour connaître un peu les problématiques du moment. La réunion s'est tenue en 2 temps. Première phase avec les services du pétrole et en deuxième heure, ce fut le tour de la direction générale des hydrocarbures. Tout le monde n'était certes pas au rendez-vous, mais la mécanique est lancée. Il faut agir pour sauver une maison au centre de la production de l'économie nationale. Ça, les partenaires sociaux en ont bien conscience. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous écoute, qui essaie un peu de poser les jalons du dialogue, vous n'avez qu'à le suivre et puis à l'accompagner pour la bonne marche de votre ministère. De la gestion des plans de carrière aux questions d'intégration à la fonction publique ou à celles relatives à l'exigeante égalité de traitement de la ressource humaine, tout a été dit au cours de cette réunion qui n'avait pas vocation à trouver des solutions dans l'immédiat. On ne peut pas tout faire, mais il y a la volonté de réaliser un certain nombre de choses, surtout que l'ensemble des aspects ne relèvent pas nécessairement de sa seule compétence, c'est parfois des compétences transversales. Pascal Wanyambouroué a déjà préparé un plan stratégique de redéploiement de son ministère à présenter au chef de l'État pour avis et orientation. Et avant de faire place à l'invité de ce journal, M. Sem Nditife Domana, le coordonnateur régional du PASEPCO, le Gabon et le Congo viennent de sceller un partenariat opérationnel dans le domaine de la santé après plusieurs mois de rencontres. L'expertise gabonaise en matière de caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale est sollicitée par le Congo. Le reportage de Lardingue Bamba. La coopération Sud-Sud a l'honneur ce mercredi 28 juin avec la signature d'un accord cadre de partenariat opérationnel entre l'État gabonais à travers son ministère de la Prévoyance sociale et le ministère de la Sécurité sociale du Congo. L'expertise de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale en matière de prestations et de prise en charge des populations vient d'être reconnue au-delà de ses confins. Le Gabon a l'expérience déjà avancée en matière d'assurance maladie universelle et le Congo est en train de mettre la sienne en place. Et au lieu que d'aller chercher très loin, nous avons dans la maison à côté l'expérience suffisante et l'expertise suffisante pour nous accompagner dans ce travail. Ce que nous appelons coopération Sud-Sud. Les équipes du Congo chargées de manager ces 2 projets viennent faire une immersion à la CLAMGS et que par la suite, les équipes de la CLAMGS viennent au Congo pour nous assister dans les mises en œuvre.
Pour le ministre gabonais de la Prévoyance sociale, ce partenariat est la résultante des engagements des autorités gabonaises et congolaises qui visent le bien-être de leur population. Je suis persuadé que la Caisse nationale de garantie sociale et sa consort du Congo vont travailler de concert et vont de ce fait permettre aux populations des deux pays d'avoir des prestations sociales tout à fait convenables aux standards internationaux. Cette signature est le fruit d'une multitude de rencontres entre le gouvernement gabonais et congolais. Le projet gabonais d'assurance maladie obligatoire et universelle s'inscrit dans le cadre de la réforme du système gabonais de protection sociale initiée par le gouvernement gabonais en 2002. Et j'en viens à l'invité de cette session, M. Sem Nditife Domana. Il est donc le coordonnateur régional du PASEPCO. Qu'est-ce que le PASEPCO? Mais avant toute chose, M. Sem, bienvenue sur Gabon 24. Merci madame, merci. Vous êtes sur ce plateau pour nous annoncer l'ouverture ce jeudi des journées portes ouvertes sur les produits du programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, autrement dit PASEPCO. PASEPCO, oui. Très succinctement, en partant, pouvez-vous nous présenter le PASEPCO? Merci madame. Le programme d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo, le PASEPCO, est une réponse de la Banque africaine de développement aux préoccupations exprimées par les chefs d'État d'Afrique centrale au sommet de Brazzaville en 2005 pour la mise en œuvre du plan de convergence de la Commission des forêts d'Afrique centrale. C'est un programme qui vise à assurer la régénération des écosystèmes dans le bassin du Congo, à renforcer la capacité des institutions en charge de la gestion des écosystèmes au sein de notre communauté, et également à renforcer et à améliorer les conditions d'existence des populations qui vivent autour des aires protégées dans le bassin du Congo. Et il faut le rappeler, c'est un programme qui est cofinancé par la Banque africaine de développement et la Communauté économique des États d'Afrique centrale. C'est un programme qui est un programme intersectoriel, à ce titre qu'il concilie et réconcilie, si vous voulez, les aspects environnementaux et socio-économiques. Et il participe du fait de son envergure, parce que c'est un programme qui couvre 6 paysages sur 12 que compte le bassin du Congo. Et de par son envergure et de par sa nature, ce programme intervient en mettant en interaction les institutions de la sous-région qui travaillent dans le cadre de la gestion des aires protégées, mais également les communautés qui vivent de part et d'autre en connexion, de telle sorte que c'est un programme aujourd'hui qui jette les bases d'une intégration sous-régionale. Et il participe à la mise en œuvre de la politique de la CAC en matière de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, et surtout le plan de convergence de la COMIFAC. C'est ça le PASEPCO. Large programme, pas étonnant qu'on ait organisé ces journées portes ouvertes, et le Gabon accueille la première édition. Venons-en à cette journée portes ouvertes qui va pas seulement se limiter à l'information. Les visiteurs doivent s'attendre à quoi? Alors, vous savez, après 8 ans de mise en œuvre d'un programme de cette envergure, l'occasion est aujourd'hui opportune pour montrer aux bénéficiaires que sont les États les réalisations qui ont été faites par le PASEPCO. Donc cette journée, c'est une journée de bilan. Nous sommes là en train de faire le bilan de mise en œuvre de ce produit que nous avons dit le produit PASEPCO. Et donc c'est une journée qui sera consacrée à la présentation de nos produits. Et cela va se faire autour de grands axes. Nous avons le premier point qui est consacré à la diffusion d'un documentaire. Et ce documentaire présentera les acquis du PASEPCO dans tous les pays, parce que nous sommes un programme multinational, multi-acteurs, multi-sites. Et donc, nous allons présenter pour l'ensemble des pays membres de la CAC les produits qui ont été obtenus du fait de la mise en œuvre de ce programme. Et donc, ça sera un documentaire de 15 minutes qui sera diffusé. Et à la suite de ce documentaire, il y aura les visites des stands. Et ces stands vont représenter les différents paysages. Vous allez voir, par exemple, pour le paysage du Gabon, nous allons mettre l'accent sur le paysage Montalais-Monte-Cristal, qui est un paysage transfrontalier qui regroupe le Gabon et la Guinée équatoriale. Et donc, voilà vraiment tout un programme, au risque de me répéter, pour demander aux gens d'aller prendre part à ces journées. Et en terminant, peut-être nous dire, puisqu'on parle du Gabon, depuis la création du PASEPCO, vous le disiez, il y a 8 ans,
Pouvez-vous nous énumérer quelques acquis pour le Gabon? Alors, pour le Gabon, c'est dans un premier temps, nous avons réalisé ce que nous avons appelé le centre multifonctionnel, qui est un centre de gouvernance pour la gestion participative des ressources naturelles et pour la promotion du développement local. Nous avons réalisé ce centre à Akoga, autour des aires protégées. Nous avons réalisé 2 dispensaires à Mela et à Akoga, pour que les populations qui vivent autour des aires protégées disposent, au-delà des questions de conservation, des structures qui permettent d'assurer leurs soins de santé primaires. Donc nous avons réalisé 2 dispensaires, nous avons réhabilité une école primaire, de telle sorte que les enfants qui vivent autour de ces aires protégées puissent trouver un cadre idéal pour l'apprentissage. Parce que vous le savez, lorsque les enfants apprennent et comprennent mieux la gestion de l'environnement, ils internalisent ces valeurs et ils le transmettent dans le futur à toutes les générations qui viennent, parce que ce sont les hommes de demain. Donc voilà un peu les réalisations que nous avions faites pour le Gabon. Voilà, bref aperçu donc, devrais-je dire. On retiendra que Journée Portes ouvertes, première édition à Libreville, précisément à l'hôtel Boulevard, pour ne pas le nommer. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 8h30, la mise en place. Voilà, les gens, rendez-vous d'entrée pour tous ceux qui sont peut-être de passage à Libreville. Ils sont conviés à prendre part à cette première édition des Journées Portes ouvertes. Je rappelle, merci monsieur. Merci, nous avons besoin de la visibilité et donc vous êtes vivement invités, conviés à cette cérémonie. C'est bien parti. Merci monsieur Sem Nditifé Domana. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant que vous êtes le coordonnateur régional du PASEPCO et vous êtes donc attendu ce jeudi dès 8h30, avez-vous dit, à l'hôtel Boulevard de Libreville. L'actualité au Gabon, c'est aussi non, nous allons directement en Afrique, c'était pour fermer la page Gabon. En Afrique, et on commence au Zimbabwe, le pasteur et militant politique Evan Mawarire a été libéré ce mercredi sous caution de $200 alors qu'il avait été arrêté 2 jours plus tôt après avoir soutenu publiquement une grève d'étudiants en médecine. Larissa Matsumo s'en fait l'écho. Interpellé lundi par la police zimbabwéenne dans un quartier du nord de la capitale Harare, le pasteur Evan Mawarire, l'un des leaders de la contestation anti-Mugabe, inculpé d'incivilité dans l'espace public pour avoir soutenu publiquement des étudiants en médecine en grève, a été libéré ce mercredi sous caution avec certains étudiants. Contacté par certains médias, sa sœur Telda Mawarire et son avocat Harrison Komo ont tous deux confirmé l'interpellation et la libération sous caution. Ils ont été placés en détention préventive et ont été libérés sous caution. Et ils doivent respecter les conditions suivantes. Payer $200, remettre leurs documents de voyage, c'est-à-dire leur passeport, et ils doivent rester à une adresse donnée jusqu'à ce que ce soit réglé. Le pasteur avait été déjà arrêté en février à son arrivée à l'aéroport de Harare, au Zimbabwe, alors qu'il rentrait de plus de 6 mois d'exil. Il avait été libéré une semaine plus tard contre le versement d'une caution et l'obligation de se présenter 2 fois par semaine à la police. Le pasteur Mawarire avait lancé début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement baptisée ce drapeau. Ces vidéos où il apparaissait avec le drapeau zimbabwéen en écharpe pour dénoncer les conditions de vie de la population avaient déclenché une grande vague de grèves et de manifestations dans le pays. Des Soudanais ont réagi ce mardi après que la Cour suprême des États-Unis a offert une victoire politique à Donald Trump en remettant partiellement en vigueur son décret anti-immigration très controversé qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays musulmans, dont le Soudan. Suivons le récit de Gabriel Ratanga. La Cour suprême des États-Unis a offert lundi une victoire politique à Donald Trump en remettant partiellement en vigueur son décret anti-immigration très controversé. Le décret interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays musulmans, Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen, s'appliquera vis-à-vis de quiconque n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis. En clair, tout habitant de ces pays qui serait totalement inconnu des autorités américaines se verra refuser l'accès au territoire.
À l'opposé, un ressortissant de ces pays venant rendre visite à un membre de sa famille établi en Amérique pourra venir, tout comme le pourra un étudiant admis dans une université américaine. J'espère que le Soudan sera retiré de la liste des interdictions de voyage comme l'Irak, parce que nous n'avons jamais entendu parler de personnes soudanaises impliquées dans le terrorisme ou des bombardements. C'est une injustice envers les Soudanais et leurs droits. Peut-être que les États-Unis ont peur du terrorisme du groupe État islamique, mais la décision doit être revue et retirée. Le ministère américain des Affaires étrangères a indiqué que la mise en application du décret interviendrait de manière ordonnée 72 heures après la décision de la Cour suprême, c'est-à-dire jeudi. En Libye, les corps en décomposition d'au moins 25 migrants morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe ont été retrouvés mardi, échoués sur une plage sur le littoral dans l'est de la capitale libyenne Tripoli, selon le Croissant Rouge. Retrouvons Gabriel Ratanga. La plupart des corps gisaient au milieu des roches près de la banlieue de Tajoura. D'autres étaient échoués sur une plage. Le beau temps favorise les départs massifs de migrants vers l'Europe depuis les côtes libyennes pour une périlleuse traversée de la Méditerranée dans des bateaux souvent surchargés et vétustes. Les autorités italiennes ont fait état mardi de plus de 8000 migrants secourus au cours des dernières 48 heures en Méditerranée au large de la Libye. Les gardes-côtes libyennes ont ainsi secouru mardi matin 147 personnes, dont 19 femmes, 4 enfants à 8, au large de la ville Sobrata dans l'ouest. Aujourd'hui, 24 corps ont été récupérés. Et le processus de recherche des corps est en cours. Ils ont été retrouvés entassés sur un canot pneumatique de fortune, selon un caméraman qui accompagnait les secours. Une fois à bord, les migrants sont restés silencieux et à garde. À l'arrivée au port de Zawiya, ils ont été mis dans un camion pour être conduits au centre de rétention de la ville. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Ainsi s'exprimait le défunt président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Dans la foulée de cette déclaration, l'UNESCO a institué en 1989 le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il récompense chaque année des personnes physiques ou morales dont l'action contribue à promouvoir la paix dans le monde. Les lauréats de cette année ont reçu leur récompense ce mardi au cours d'une cérémonie en présence de nos correspondants en France, Luc Mayou, Martin Bita. D'une dotation de 150 000 $, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été remis hier au siège de l'UNESCO à Paris. Les lauréats de cette année sont des lauréates. L'ancienne maire de Lampedusa, Giuseppina Maria Nicolini, et l'ONG de secours aux migrants en mer SOS Méditerranée. Alors que depuis le début de l'année, plus de 2000 migrants ont trouvé la mort en essayant de traverser la mer Méditerranée, les deux lauréates du prix se sont illustrés en leur apportant assistance et accueil. Selon le président du jury, Joachim Chissano, Giuseppina Maria Nicolini et SOS Méditerranée ont réalisé un travail plus qu'extraordinaire. L'ONG SOS Méditerranée a effectué son premier sauvetage en mer en mars 2016 à bord du navire l'Aquarius. Depuis, ce sont plus de 750 personnes qui ont été sauvées du naufrage au large des côtes libyennes. Quant à Giuseppina Maria Nicolini, que l'on appelle affectueusement la lionne italienne, elle a accueilli dans sa ville de Lampedusa des milliers de migrants rescapés de la mer. Tout en acceptant le prix, elle est triste de constater que l'on continue de considérer en 2017 que sauver des vies est un acte extraordinaire. Car selon elle, sauver une vie, c'est sauver toute l'humanité. Institué en 1989 par l'UNESCO, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a pour but d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés ayant contribué de manière significative à la promotion, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Il a été remis cette année en présence de nombreuses personnalités, dont le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié, ancien chef d'État ivoirien et protecteur du prix. Et puis, une actualité hors du continent, et c'est au Venezuela. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a affirmé ce mardi que 2 grenades avaient été tirées depuis un hélicoptère contre le siège de la Cour suprême à Caracas, dénonçant une attaque terroriste. Le récit de Gabriel Ratanga.
Le chef de l'État n'a pas fait état de victimes et a précisé qu'une des grenades n'avait pas explosé et que l'hélicoptère impliqué appartenait à la police scientifique du Venezuela. Selon Maduro, l'hélicoptère était piloté par un homme qui avait été le pilote de son ex-ministre de l'Intérieur et de la Justice, Miguel Rodríguez Torres, un général à la retraite qui a pris ses distances avec le gouvernement. Le président a accusé ce général d'être lié à des préparatifs supposés de coup d'État à son encontre. Madame, Monsieur, ainsi prend fin cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.